Ah oui, parce que ça, personnellement, c'est un terme que je n'ai jamais vraiment compris. C'est quoi l'aversion? C'est Je sais quand pas si. on a des émotions négatives vis-à-vis de quelque chose. Ok, donc ça touche pas que l'allaitement, parce que je vois plein de Ah mamans non, qui. moi j'ai une aversion au poulet fumé, par exemple. J'ai été malade une fois par intoxication alimentaire avec du poulet fumé. Ça a été terminé. L'odeur d'un poulet fumé me donne la gerbe. Ah, donc c'est ça pour moi les champignons, du coup, maintenant. C'est une Ok. aversion. Ok. Mais, enfin, pourquoi je vois beaucoup de mamans qui disent j'ai ce sentiment-là quand elles font du co-allaitement? T'en parlais tout à l'heure. Alors, co-allaitement, ça peut être de l'aversion. Ce qui est très difficile à faire comme différence, c'est aversion et réflexe d'éjection dysphorique. C'est très subtil. Ok. L'aversion, c'est... alors, comment imaginer ça? Parce que c'est subtil, hein. Vraiment, la frontière entre les deux est très subtile. L'aversion, c'est vraiment de l'ordre de j'aime pas, je supporte pas. D'accord? Vraiment, j'aime pas, je supporte pas. En cas de co-allaitement, tu peux avoir une aversion parce que c'est trop. En fait, c'est trop de. Oh, pas ça te pompe. Voilà. Enfin, clairement, ça te pompe. Voilà. Et ça te pompe dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que il faut comprendre que l'allaitement, ça demande une certaine disposition mentale. Oui. Allaiter, quand même, ça demande une certaine disposition mentale. Quand tu co-allaites, cette disposition mentale, si tu mets les deux enfants en même temps au sein, elle se multiplie. Oui. Ça commence à faire beaucoup. Ah oui. Donc c'est trop. C'est trop de sollicitations pour mon corps, c'est trop de sollicitations psychiques, c'est trop. Et c'est trop de décharge hormonale, montée de lait, etc. C'est trop. Donc à partir de ce moment-là, on peut avoir une certaine aversion de non, c'est trop. Mm, mm. Ensuite, il y a une autre aversion qui est beaucoup plus anthropologique. Techniquement, on le redit, on l'a dit, avec tout ce qui était de l'ordre des menstruations tout à l'heure et de la régulation des naissances, etc. Mais observez dans la nature. Quand une chatte, une chienne, une lionne a une nouvelle portée et que peut-être un jeune de la portée précédente essaye de s'approcher, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, elle va être vénère, à mon avis. Elle le vire. Mm. Pourquoi? Bah parce qu'elle est en train de s'occuper des nouveau-nés, enfin du nouveau bébé. Pourquoi? Je sais pas. Et parce que c'est le petit qui dépend de son lait pour survivre. Mm. Pas le grand qui sait aller chasser le zèbre, Ouais. pas le grand qui sait manger à la cuillère son petit pot, ou prendre sa banane à la main, Mm. ou sa pomme pote. Donc, anthropologiquement, il y a aussi un système de rejet. Et c'est pas un rejet méchant. C'est pas un rejet, oh mon Dieu, j'aime pas mon enfant, j'aurais jamais dû faire le deuxième, voilà, maintenant je suis en train de le priver de sa tétée alors qu'il est même pas sevré. C'est pas ça. C'est dans la nature, Ouais. vous venez d'avoir un petit, votre lait, il est pour le petit, votre corps et votre cerveau, la chimie de votre cerveau est consacrée à ce petit. Le grand, il peut aller avec papa, tonton, parrain, marraine, bouffer des gnocchis chez Flunch. Il peut se démerder en termes de survie. Donc, il y a une certaine protection psychique qui se fait au niveau du tout petit. Et donc, vous pourriez tout à fait imaginer dans votre tête être cette lionne allongée par terre avec les petits qui sont en train de téter, les tout derniers qui viennent d'arriver, et il y a un grand qui approche, et elle lève sa tête, elle fait elle va le repousser. Ouais. Toi après. Si tu as vraiment envie, toi après. Ouais, c'est ça. Chacun son tour, on va te dire en gros. Exactement. Et vraiment, ce phénomène permet aussi de se rappeler que nous sommes des animaux. Ah bah oui. Et on n'est pas mieux. On a des systèmes de fonctionnement qui se valent. Mm. Oui, mais on a tendance un petit peu à avoir beaucoup d'ego, nous, l'espèce Oh, humaine, et sans avoir tendance à blague. l'oublier. Sauf que ce genre d'événement te le remet en pleine face, vraiment. Mm. Donc, ces aversions qu'on ressent, elles peuvent être à la fois de l'ordre de la disposition que ça me demande physiquement, mentalement, hormonalement, et en même temps, quelque chose de totalement anthropologique et naturel. Il y a un petit, mon corps, mon cerveau sont focus sur ce petit à sa survie. Donc, je vais privilégier lui. Oui. Et ensuite, s'il me reste du lait, je mets des guillemets sur toute cette phrase, le grand pourra venir. Mhm. Ok. Mais du coup, autre question qui en découle, on va dire. Euh, Déjà, il y a des femmes qui n'allaitent que d'un sein. Mhm. Parce que, ben, en l'occurrence, j'ai une maman avec qui je parle, son fils ne veut qu'un seul sein. Tous ses allaitements ont toujours été avec les mêmes seins, etc. Donc, elle a deux seins complètement différents et qui n'ont plus du tout la même forme. Euh,
Mais j'en viens à penser, est-ce que, par exemple, si il y a un co-allaitement et si chacun a un sein, est-ce que la production va être différente dans le sens où on sait déjà que durant la journée, le lait change par rapport au matin, par rapport au midi et au soir. Il y a parfois plus d'eau en été parce qu'il y a un besoin de plus d'hydratation. Il y a plus de graisse en hiver parce qu'il y a besoin de plus de gras, naturellement. Est-ce que si enfant numéro un prend que le sein gauche et enfant numéro 2 prend que le sein droit, je vais avoir un sein qui va plus produire de graisse, plus produire d'eau par rapport à ses besoins? Les deux seins vont fonctionner de la même manière. Il y a une composition chimique de base. OK. De base, tu as à peu près 88% d'eau et 12% de nutriments. Mhm. Les nutriments contenant le gras, les anticorps, les protéines, etc., etc. On s'est amusé dans la formation de facilitatrice d'allaitement. Certaines des filles se sont amusées à tirer leur lait sur 1 heure, presque toutes les minutes, ou à très peu d'écart. Et tu t'aperçois que quand tu laisses le lait reposer, la quantité de nutriments qui remonte, donc, elle est plus légère, Oui. est quasiment toujours la même. OK. Ça bouge quasiment pas. OK. Euh, et ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs pistes. Premièrement, il y a une piste, c'est Cathy Hind, qui est c'est une scientifique américaine. Elle est biochimiste ou elle est anthropologue, je ne sais plus. Bref, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui étudie la piste que le lait changerait en fonction du sexe de l'enfant que tu portes dans ton bidou, celui qui est dans ton ventre. D'accord? OK. Ensuite, il y a un autre phénomène qu'on sait, c'est que même s'il y avait un allaitement précédent, au bout de 37 semaines d'aménorrhée, donc de ta grossesse en Oui. cours, Oui. les vannes se ferment sur la lactation précédente. C'est-à-dire que ce D'accord. robinet-là, il est fermé. La lactation que tu auras, ce sera celle qui sera consacrée à ton bébé qui va sortir de ton ventre. OK. Donc le lait lui sera adapté à Lui. lui. Mhm. C'est pour ça que les bambins qui tètent à la maternité ou qui tètent très tôt, qui profitent donc du colostrum, ont des diarrhées. C'est très laxatif, colostrum. C'est fait pour évacuer Oui. le méconium. Oui. Donc quand tu as un plus grand qui tète, Oui, non, en alerte, il peut y avoir de grosses diarrhées. Hein. OK. C'est absolument pas mauvais. Hein. C'est bourré d'anticorps, etc. Donc c'est très très bien. Juste, c'est Mhm. laxatif. Faut le savoir. Voilà. Ouais, c'est bien à savoir. C'est bon à savoir. Ensuite, donc tant que tu as le colostrum et le lait de transition, on va dire que c'est à 1000% adapté au bébé là. D'accord? Quand tu arrives sur le lait mature, c'est en priorité. En fait, c'est toujours en priorité adapté au plus petit. Mais c'est pas mauvais pour le plus grand. Non, 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 oui, non. Non, parce qu'après, imaginons le plus grand, il y a une différence. Du coup, c'est pas nutritif pour le Quand tu numéro. prends en compte que tu as la composition chimique de base du lait, que ce soit le colostrum, le lait de transition, le lait mature, tout ce qui est colostrum, lait de transition, c'est vraiment fait pour que ce soit le petit qui survive, etc. D'accord? Quand tu arrives au lait mature, c'est le lait mature. Les seuls petits changements que tu vas avoir, mais qui sont pas non plus mirobolants, c'est bah, il y en a un qui est malade, Oui, euh, il y en a un, c'est l'été, il fait très chaud. Il fait très chaud, par oui. exemple. Voilà, mais c'est pas non plus des changements, c'est pas considérable, quoi. C'est pas quantifiable. Et j'ai même envie de te dire qu'on s'en fout. Ouais, bah, On oui, oui, bien sûr, c'était une question. En soi, on s'en fout complètement, mais c'est vrai que c'était pour un peu me demander si le corps était capable tu vois, de s'adapter par rapport aux besoins de l'enfant qui t'était, etc. Et tu parles justement de Base-toi maladie. plutôt sur la composition chimique de base. Ouais, la composition chimique. Voilà. Mais Et dis-toi que oui, il y a des petites variations, mais ouais. les variations, ça va être Mm. peut-être à celui qui aura. Et ça, on n'en sait rien. Lequel des deux va influencer à ce moment-là? Celui qui a le plus bisouillé et qui était malade, parce que toi-même, en fait, tu es en train de générer des anticorps, parce que toi-même, tu es potentiellement en train d'attraper le rhume qu'il a ramené de la crèche. Ouais. Celui qui a été en dernier, qui va réellement influencer quoi? Et tu vois, tu parles de maladie. Euh, Très souvent, j'ai le cas de maman, même moi je l'ai pensé, de je suis malade, est-ce que je peux allaiter? Bien Est-ce sûr. que je vais transmettre ma maladie au bébé? Est-ce que au contraire je vais le protéger? On est obligé d'être, Pareil pour les médicaments, tu vois. on est obligé de modérer notre propos. Les mamans qui ont un VIH font partie des mamans qui, alors, jusqu'à très récemment, n'avaient pas le droit d'allaiter. Les Ok, protocoles sont en train de changer, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais en gros, j'avais fait une vidéo là-dessus. Les dernières avancées, mais très récentes, en 2023,
2023, montrerait que un protocole de suivi avec une prise de médicaments rétro machin virus là, bref, pour la mère et pour le bébé, ferait que potentiellement on pourrait avoir un allaitement. Encore une fois, je ne m'avance pas sur ces propos, c'est extrêmement récent et les protocoles sont encore en phase apparemment d'expérimentation, etc. Mais il y aurait des changements. Mais pour ce qui est de la maladie du VIH, par exemple, on serait plutôt dans les cas où il n'y a pas d'allaitement. Hormis ce cas très spécifique, si vous avez une gastro, un rhume, une rhinopharyngite, une laryngite, ça va, ça va. Oui. Y a pas, tu vas être à mort, tu vas être épuisé parce que ton corps va... Voilà, mais vous n'allez pas, vous avez plus de chances de refiler votre rhume à votre enfant parce que vous lui aurez éternué au-dessus de la tête en étant en pleine tétée. Ouais, Par le lait, il n'y aura c'est rien. ça Par qui le est lait, il terrible. aura les anticorps à l'inverse. Là, j'ai reçu ce matin une photo d'une maman qui est hospitalisée pour une très grosse infection, qui tire son lait pour son bébé qui n'est pas malade, n'est-ce pas? Oui. Son lait d'un verre, mais d'un verre. Elle m'a envoyé un message, elle me dit, je l'avais lu, je l'avais vu. Elle me dit, bah là, maintenant j'y crois. Voilà, ah bah, c'est clair. C'est clair. Enfin, franchement, c'est impressionnant, hein. Ça m'impressionne de fou, moi. Et, souvent, donc pareil, elle me disait: «Oui, mais j'ai une baisse de lactation, parce que je suis malade et cetera». Alors, déjà, la baisse de lactation, la base de la base, c'est par rapport à la fatigue. Parce qu'on parlait de la routine tout à l'heure. Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte sur la baisse de lactation, mais quand on est malade, si on a une baisse de lactation, c'est parce qu'on est plus fatigué, parce que notre corps, il est fait en sorte de pouvoir, lutter contre. Donc si on a une baisse de lactation, c'est pas pour autant que notre allaitement est terminé. Parce qu'on se dit, à chaque fois, en tant que maman qui allaite, on se dit, mon Dieu, j'ai plus de temps, mes seins sont vides, etc. Alors que non, c'est par période. Non, c'est par période. Il y a, comme tu l'as dit, il y a énormément de choses à prendre en compte. On va parler seulement en cas de maladie. Vous avez une gastro. Gastro, très très grosse déshydratation. Très grosse déshydratation. Si on est déshydraté, le corps, il n'est pas ouf, hein. Il dit, OK, alors attendez, quelles sont les fonctions vitales, les gars? Le cœur, les reins, c'est bon? Les poumons, il faut respirer, OK. Bon, on va se charger de ça, et puis le reste, on verra quand elle sera remise debout. Mhm. Et c'est ça, en fait. C'est que le corps, il ne peut pas être partout. Donc, il va faire en sorte de maintenir les fonctions vitales pour que la mère soit en vie. Et après, le reste, on verra. Et Ouais. je vais même schématiser de manière plus grossière, mais anthropologiquement véridique. Attention, âme sensible, s'abstenir. Votre enfant, il peut mourir. La nature, elle s'en fout. Si vous, elle vous garde en vie, vous pouvez procréer de nouveau. Mm. C'est dur, mais c'est vrai. Oui, bah oui, clairement. C'est dur, hein, en tant Mhm. qu'espèce humaine qui avons évolué, etc. Ou quand tu vois même les baleines qui sont capables de traîner les baleineaux pendant des semaines, un baleineau décédé pendant des semaines, elles peuvent traîner vraiment le cadavre de leur bébé pendant des semaines. C'est très dur, mais c'est vrai. Ouais. La personne qui a besoin de survivre, c'est la personne qui peut recréer la vie. Mm. Donc, si votre lactation, elle doit être en berne parce que vous êtes malade, la nature, elle s'en fout. Mm. Et alors, on va même aller plus loin. Les supplémentations au lait artificiel. Alors aujourd'hui, on a celles qu'on connaît, mais c'est pas nouveau. On a des traces depuis l'Antiquité de systèmes de supplémentation, d'accord? Ok. Ça fait longtemps qu'on essaye, alors avec un peu moins de succès peut-être à l'époque, hein, manque d'hygiène, de stérilisation, etc. Mais qu'on sait que s'il n'y a pas de lait pour un bébé, on va essayer de lui donner autre chose. Il y a des traces d'alimentation par bouillie, etc. Oui, 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 L'eau on en avec avait parlé dans miel, il y a des les traces si tu derniers. veux. Donc, quelque part, entre guillemets, de façon très crue, la nature s'en fout Mm. de ce bébé-là. Ce qui est important, c'est que vous surviviez parce que vous avez une matrice, vous pouvez vous reproduire. Mm. C'est dit très crûment, mais c'est aussi une réalité anthropologique dans la nature. Demain, on se retrouve, demain, il y a un truc, tu vois, qui fait qu'on n'a plus de société, on n'a plus rien, on revient à l'état sauvage. D'accord? Vraiment, à l'état sauvage, voilà. Hein. C'était pas si longtemps non plus, Sapiens, c'est pas si longtemps non plus. Hein. Ah non, tout le monde pense Bah, qu'on est... qu'est-ce qui est important? C'est que la femelle survive. La femelle, elle est procréable. Mm. C'est ça le Je... plus important. Et donc, quand tu es malade, alors à demi-mesure, revenons à quelque chose d'un peu plus mesuré, mais quand tu es malade, la lactation n'est peut-être pas la priorité de ton corps à ce moment-là. Ouais. Oui. Ben, s'il y a une baisse, il y a une baisse. Mm, mm. Maintenant, on connaît la formule magique. Succion égale stimulation égale production. Oui.
Donc, même quand on est malade, on fait téter plus, 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 plus. Maintenant, Exactement. il peut y On te avoir un dit test de lactation parce que quand on est malade, ben, pour X ou Y raison, le lait peut être plus salé et ça peut ne pas plaire à bébé. Donc, il va téter moins. oui, et d'ailleurs, on peut en parler aussi des épices parfois. On parle des épices, on parle des trucs qu'il ne faut éventuellement pas manger ou boire. Et on parle d'alcool, surtout pour boire. Mais il y a des choses, moi j'ai entendu dire qu'il fallait pas manger de choux parce que ça peut donner des coliques au bébé. Il faut faire attention à la fenouil, il faut faire attention à plein de trucs. Oui, et en même temps, j'ai envie de te dire, va allaiter dans un autre pays et on te dira d'autres trucs. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu as oui dire de certaines choses, tu les as en tête, c'est très bien, mais te prive pas. Teste. Et tu vois, pendant mon allaitement, je me suis refusée de manger certaines choses, alors que du coup, quand on te dit en général, ne fais pas ça, t'as envie de le faire. Donc du coup, ben, j'avais envie de le faire et je me suis privée. Et ouais, c'est horrible de dire, mais je pense que je ferai le test sur mon prochain enfant, Oui, à te savoir prive pas. si on Dans le pourrait. sens où, alors, comme tout le monde, j'ai entendu, hein, les courges, les choux, ah ça, j'ai entendu, hein, Oui, vraiment. Oui, oui. moi, j'ouvrais un paquet de salade verte, hein, je le regardais, le paquet de salade verte, c'était foutu. Voilà. C'était la salade verte. Et j'ai des enfants d'hiver, donc vous vous doutez bien, hiver, raclette, tartiflette, croziflette et tout ce que tu veux en hête. Je la ferai pas cette fois-ci, cette blague-là, je la garderai. Oui. D'habitude, je la balance, hein. Et effectivement, mes enfants n'ont pas tant été gênés par des choses de type chou ou trucs comme ça, mais les repas gras, le gras, les repas hyper lourds en graisse. Ah, bah alors là, je les flingue à chaque fois, les pauvres. Ouais, c'était pas possible, quoi. C'est trop Les riche, oignons. trop Les dur à oignons. digérer. Bon, non. Tu vois, une maman qui m'a dit, moi, les oignons, je pouvais rien manger comme oignons. J'étais là, mais c'est horrible, moi, j'aime trop les oignons dans tout, ça. Ah, mais déjà, ça nous montre à quel point, dès le départ, notre enfant n'est pas nous. Ah, mais oui, mais Nous, on peut heureusement. être sensible aux champignons, pas eux. Donc, Ouais, ça, ouais. déjà, dès le départ, dès l'allaitement, que eux ne sont pas nous. Mm, mm. Ouais, Parce que c'est moi, sûr. personnellement, raclette forêt noire, pas peur, hein. Ouais. Mais eux, ça les kill. Mais eux, visiblement, c'était pas ça, tu vois. C'est ça. Et peut-être une dernière question qui va amener, je suis certaine, à d'autres questions. Les contenants alternatifs. Est-ce que Ouais. tu as ton... Donc, pour expliquer vaguement les contenants alternatifs, donc c'est ce qu'on va donner à un bébé allaité pour éviter qu'il y ait une confusion telle quelle avec le sein, de ce que j'entends. Alors, les contenants alternatifs sont des récipients que nous utilisons pour donner notre lait au bébé, autre que le sein, n'est-ce pas, Oui. pour éviter une compréhension inadéquate de la succion et pas une confusion, s'il vous plaît. Arrêtez. Parce que Ok. dans confusion, il y a Je... con et votre enfant, il n'est pas con. Ouais, et franchement, ce terme de confusion, je suis désolée, mais j'en peux plus. Ça n'existe pas. Mm. Retenez juste que dans confusion, il y a con et que votre enfant, il n'est pas con. Voilà, c'est tout. Donc, on va parler plutôt de compréhension inadéquate de la succion. Quand un enfant n'arrive pas à switcher entre différents supports de succion, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans sa bouche, dans son développement myofonctionnel, sur lesquelles il a peut-être besoin d'un petit coup de main ou sur lesquelles il n'est pas suffisamment mature. D'accord? Attention, je ne parle pas de la préférence de débit. Oui, c'est sûr que si vous me filez une fourchette, c'est plus facile que de bouffer avec une baguette. Ça, on est d'accord. Donc, Ouais. je ne parle pas de la préférence de débit. Je parle bien Mm. du fait de confondre les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la succion au sein ou avec un autre support de succion n'engage pas les mêmes muscles, ne les engage pas de la même façon. C'est comme si vous demandez à un marathonien de faire de la course de fond. Les deux savent courir, Mhm. mais les deux ne courent pas de la même façon parce qu'ils ne cherchent pas les mêmes résultats. Bien sûr. D'accord? Donc les deux n'entraînent pas leurs muscles de la même façon. Et ben c'est exactement la même chose. Qu'on prenne un sein ou qu'on prenne un contenant alternatif de succion, on ne va pas engager les muscles de la même façon. Donc on demande au corps de l'enfant de faire deux exercices de sport différents. Et là, Mhm. hop, il y a le cerveau, il fait hop, 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 hop. Quoi? Voilà. Et c'est là où ça commence à s'embrouiller. Ensuite, on va dire oui, mais ça va révéler un frein de langue, un frein de lèvres, un frein de joue. On se calme, Gertrude. C'est fou. Si Non. restriction, et je parlerai de restriction myofonctionnelle parce qu'il n'y a pas que les freins. Si restriction myofonctionnelle se déclare au moment où on met un contenant alternatif de succion, le contenant, c'est pas lui qui a foutu le bordel. Le Pas la contenant, solution. il a Ouais. été que le révélateur
de Oui. quelque chose qui existe déjà Oui. et quelque chose qui aurait pu se développer, qui aurait pu apparaître N'importe quoi. beaucoup plus tard. Par exemple, il y a des enfants qui arrivent à la diversification classique purée avec une cuillère, où les parents te disent, je comprends pas, il accepte plus le sein. Je comprends pas, il me fait hyper mal, etc. Pourtant, il a jamais eu de tétine, il a jamais eu de biberon, on a toujours fait hyper attention. Ok, qu'est-ce qui a changé? Mais rien n'a changé. On a juste commencé la diversification, mais il n'y a rien qui a changé. Ah bah, Non, bah, il y a pas tout. Non, mais t'es ça. Oui, alors, il y a tout qui a quelle changé. diversification? Bah non, mais on a une cuillère, etc. Oui, comment vous lui donnez la cuillère? Bah comme tout le monde. Et alors là, je vais le faire, mais personne ne me voit. On appuie la cuillère sur la langue, empêchant donc le gag réflexe, le réflexe de Holker de se faire, etc. Ça peut le gêner. Ou les haricots verts aujourd'hui étaient mal broyés. Il y a eu un filament Ouais. qui est passé. Ouah, Ouais. c'est venu réveiller ce qui était déjà là. Mhm. Donc le contenant alternatif, il est juste le révélateur de quelque chose qui est déjà là. Mais on dit du coup, enfin, on dit souvent pour éviter donc ce fameux gros mot de confusion, Hmm. pour éviter la confusion, on va chercher les contenants alternatifs. Est-ce qu'il y a des contenants alternatifs selon les différents âges de bébé? Est-ce que parce que, par exemple, j'ai vu il y a quelques jours, une personne dans un commentaire, on voyait un nouveau-né littéralement qui avait un petit gobelet et qui buvait tout seul le colostrum. Et elle me dit, oui, ça peut faire Une fausse ça fait des route. dérivés de je sais pas quoi, des fausses Une routes et fausse tout. route. Mais dans tous les cas, que tu sois adulte, tu peux faire des fausses routes et littéralement t'étouffer avec une cacahuète et être là, à l'impression Et d'avoir si tu fais une 3 ans. fausse route, quelque part, ça dit quelque chose de ton fonctionnement myofonctionnel, hein? Oui, voilà, tout simplement. Oui, quand tu le dis comme ça, oui, ça paraît logique. Mais du coup, est-ce qu'il y a entre guillemets, des contenants plus adaptés par rapport à différents âges? Est-ce qu'un nouveau-né est capable de boire avec un gobelet? Bien sûr. Sans que... Alors, Donc, il ne va pas boire, il va, si vous regardez bien les vidéos, il lappe, il lappe, oui, c'est pas... Oui, comme les oui, chiens et les chats. oui, Dis donc, ça nous renverrait pas à notre condition primate animale, cette histoire? oui. Oui, Ça c'est veut sûr. donc bien dire qu'on a des capacités innées, en fait, de base. Bah, Inné, totalement inné. bah voilà. Donc oui. Qu'on Alors, oublie. est-ce qu'il y a un contenant suivant l'âge? Je dirais pas qu'il y a un contenant suivant l'âge. Je dirais qu'il y a un contenant suivant la personne. Donc, si par exemple, un contenant ne convient pas, on utilise d'autres contenants, on fait des tests, quoi, Ah oui. littéralement. Ah oui. Ouais. C'est comme ceux qui disent, tain, je suis obligée d'acheter 15 milliards de tétines différentes, différents Et biberons et moi, je tout. suis obligée d'acheter 15 milliards de yaourts à mes enfants régulièrement parce qu'ils changent de goût. Donc Ouais, voilà. voilà, c'est exactement ça. Ça Enfin, me rend chèvre parce que je finis par les bouffer. Donc ça m'énerve. Mais, ceci dit, ils sont en train de faire leur palais, ils sont en train de tester des trucs, ils sont en train de goûter. Il y a peut-être, je me suis jamais penchée, tiens, j'y réfléchis, je suis en train d'y penser, mais peut-être qu'il faudrait que je me penche sur l'étiquette parce que peut-être il y en a un qui est plus chargé en protéines, peut-être il y en a un qui est plus chargé en sucre, peut-être plus en gras, peut-être plus, et peut-être qu'ils changent en fait en réalité en fonction de leur période, ouais. peut-être. Il faudrait que je regarde. Bref, il y a des périodes où on va avoir l'hiver, on a envie de manger très 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 gras. L'été, beaucoup moins. Moi, j'adore les pailles. J'aime très peu les gourdes de bouteilles d'eau. Ça m'énerve au possible. Ça m'éclate le palais. Je déteste ça. Vraiment, littéralement, les espèces de gourdes de sport, là. Ah, Les gourdes de que sport, là. tu Ouais, les soulèves. trucs que tu soulèves, là. Hein, Ah, ça m'éclate. L'espèce de cercle, là, en haut, Ah, mais ça ça fait, fait mal. ça fait hyper mal. Je déteste Ouais, ça. moi, j'aime Moi, pas. j'ai besoin Bah, d'une surtout paille qui va au que... fond. Moi, j'ai besoin Ouais. de quelque chose qui va au fond, tu vois. Mm. Soit quelque chose qui va au fond, soit vraiment une bouteille. Vraiment, le truc est ouvert, quoi. Je me démerde, tu vois. Voilà. Il y a des gens Ah, le qui truc où il faut adorent manger avec des baguettes. Il y a Ouais. des gens qui détestent ça. C'est une Mm. question de personnalité. Mhm. Ok. Bah, donc, ce commentaire-là de fausse route, il est valable pour un bébé qui vient de naître comme pour un adulte. Tu peux faire une fausse route avec un bib, hein. Tu peux faire une fausse route avec une tasse à bec. Tu peux faire. Et du coup, pour un petit peu nommer les différents contenants alternatifs qui existent, il y a la tasse. Enfin, la Oh, bah, tasse. il y a la verrine que tu as utilisée à Noël pour faire tes petites verrines de Noël. C'est bien. Ouais, voilà. Ah, Voilà. j'avais essayé ça. J'avais essayé ça. Bon, après, Il y a la pipette de la bouteille de Doliprane que tu n'as jamais utilisée. en fait, c'est ça, c'est que ce qui est, enfin, là, de ce que tu dis, on veut nous vendre des trucs alors qu'on a tout à portée de main. Mais bien sûr. Et il y a des trucs que tu peux faire toi-même. Un dalle, il existe suffisamment de tutos sur YouTube pour que tu puisses le faire toi-même. Il y a qu'à voir. J'ai un livre qui s'appelle Bébé au biberon et qui retrace un petit peu tous les contenants qui ont pu exister à travers le temps, etc. Trop Puis bien. vous verriez ce qu'il y a eu à travers le temps. Oh là là! Il y a eu Ah ouais, des mais, trucs chelous, hein, franchement. ah ouais, mais il faut que tu nous C'est montres. toujours des...
Et tu pourrais très bien, ça pourrait être très bien toi qui trempes ton doigt dans le lait et qui fait du goutte à goutte au-dessus de la bouche de ton bébé. Ouais. Système D, les gars. Dites-moi de quoi vous avez besoin, je vous dirai comment vous en passez, hein. C'est mon credo. Et Vraiment. justement, parle-nous du dalle, parce que moi, j'ai une maman qui m'en a parlé et j'arrive pas à comprendre ce fonctionnement. J'arrive pas en quoi ça peut aider pour démarrer ton allaitement. Est-ce que ça aide pour démarrer ton allaitement? Est-ce que Non, ça... un dalle, c'est un pansement sur une jambe de bois. D'accord? C'est un Oui. pansement sur une hémorragie. Si on a besoin d'un dalle, on essaie de se demander pourquoi on a besoin du dalle. Qui peut être très utile, attention. Mais on Oui, se demande au pourquoi début, on en a besoin. en l'occurrence, mon ami qui m'a fait mon témoignage, c'était l'enfant venait de naître. On lui a Alors, proposé le il dalle. aurait fallu se demander pourquoi, au moment de cet enfant qui vient de naître, et ça peut, hein, mais pourquoi? Mhm. Pourquoi? Voilà. Et là, on n'aura pas la réponse. Un DAL, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement. DAL, D-A-L, dispositif d'aide à l'allaitement. En gros, c'est un contenant que tu mets. C'est comme une perfusion. Voilà, c'est comme une Oui, perfusion. c'est Vous un peu voyez comme la ça que je l'ai poche? perçu. Vous voyez C'est un la peu poche comme de la ça. perfusion qui est tenue en hauteur, le fil qui descend. Alors là, bien sûr, vous n'allez pas piquer votre bébé, n'est-ce pas? Non. Mais en gros, la poche, comme la poche de perfusion. Alors je le fais en image parce que comme on va être en podcast, les gens ne vont pas me voir le faire. Mais en gros, vous imaginez une petite poche de perfusion, pas trop grande, genre taille de sachet de coton-tige. Vous voyez un paquet de coton-tige? Voilà, à peu près cette taille-là. Voilà, une petite poche, elle peut être plus ou moins rigide, elle peut être souple ou rigide, mais en gros, vous la mettez au niveau de l'épaule ou autour du cou. Vous pouvez mettre un petit système de fil et vous l'avez autour du cou, d'accord? Il y a un petit tuyau, comme pour une perfusion, qui descend, et vous allez venir scotcher près du mamelon l'arrivée du petit tuyau. Il faut Oui. vraiment pas que ça dépasse plus que le mamelon, d'accord? Il faut pas Ok. que le tuyau soit plus long. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le bébé va prendre le sein en bouche et qu'il va téter, il va donc faire un système d'aspiration de ce qui se trouve dans la poche. OK? Et ça, effectivement, ça peut aider, par exemple, à la naissance. Je prends, on ne sait pas si ce sera le cas de cette dame, mais par exemple, à la naissance, on a un petit bébé préma. Un petit bébé préma, ça, c'est les meilleurs cas. Euh, les bébés primas, ils savent téter. La succion est un réflexe qu'on obtient à peu près 14 semaines d'aménorrhée. D'abord, il y a la déglutition à 12 semaines, puis la succion à 14 semaines. Donc, ce sont des réflexes que l'enfant a très tôt. Ce qu'il y a chez un prima, c'est qu'il manque de force. D'accord? Il n'est pas encore, c'est pas encore Hercule. C'est Hercule, mais sans pouvoir encore. Ouais. Mhm. Donc, il manque un peu de force. Donc, il peut téter, mais il va se fatiguer très vite. Ce qui fait que pour obtenir toute la dose de lait dont il aurait besoin pour bien reprendre des forces, bah, ça lui demanderait trop d'énergie. Donc, si on met un dalle, par exemple, pour ce bébé-là, eh ben, il va téter, il va recevoir ce qu'il reçoit au lait, mais finalement, quand il va être un peu épuisé, il y a toujours le dalle, donc il obtient plus que ce que lui n'arriverait à exprimer tout seul. Ok. D'accord? Ce qui permet de reprendre des forces. Et en même temps, même s'il veut se poser en mode tétouille, il est toujours en train de stimuler le sein, ce qui est très important pour la montée de Oui, lait. c'est ça, c'est parce Mais il que... reçoit le lait par le dalle et pas parce qu'il va pas avoir une succion super efficace pour arriver à tout exprimer chez maman. Donc Oui, il le mais par reçoit contre, par le dalle et ça ça lui aide permet de maman, prendre des forces. ça aide maman à mettre en place son allaitement. Par exemple, j'avais le cas d'une maman qui a une hypolactation. Du fait d'un développement de la glande mammaire qui n'est pas folichon, elle arrive à exprimer du lait, elle arrive à faire téter ses enfants, mais c'est pas suffisant. Donc, il Oui. y a un complément de son lait quand elle arrive à l'exprimer ou de PCN, donc de lait Oui. infantile, qu'elle met dans le dalle, mais par contre qu'elle donne au sein. Ouais. Et elle a fait des allaitements très longs comme ça. Ok. Et cette Lactation. hypo-lactation, ça peut, entre guillemets, se résorber ou ça sera Une toujours comme hypolactation, ça? c'est souvent pathologique. D'accord? Donc, c'est D'accord. souvent des glandes mammaires qui sont pas ou peu développées, une maladie, euh, une réduction mammaire qui n'aurait pas été très bien faite, Oui. qui a Ok. beaucoup entamé les canaux lactifères ou qui est très récente. Du coup, les canaux lactifères ne se sont pas encore suffisamment bien réparés. Ça peut arriver. Ça peut être une maladie, je crois que je l'ai dit. Mais en général, il y a une raison derrière, d'accord? Ah Ou ouais. un faible développement de la glande mammaire. Maintenant, quid de ce faible développement de la glande mammaire? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est parce que notre propre mère a pris un traitement médicamenteux quand elle était enceinte de nous? Est-ce que c'est dans notre propre développement hormonal? Et c'est comme le cas de, du coup, je suppose, de l'opposé, de Hyper. l'hyperlactation. Mm, Ouais, parce mm. que, enfin, peut-être que certaines mamans n'ont pas vu ce reportage qui date d'il y a quelques années d'une maman américaine qui est Ouais, obligée Elisabeth Andrews. ouais, qui est obligée de tirer. Euh,
Expérience qu'on peut revoir littéralement. sur Netflix dans la série Potions et Poisons. C'est l'épisode 3 sur le lait maternel. Et effectivement, Elisabeth, donc Andrews ou Anderson, Anderson, je crois, de mémoire, est interviewée un peu plus tard dans le reportage. Aujourd'hui, elle a fini d'allaiter. D'ailleurs, elle est suivable sur les Ok, réseaux. trop bien. Elle a fait de l'hyperlactation son cheval de bataille. Elle accompagne pas mal les mamans, etc. Mais effectivement, on s'aperçoit, mais elle a euh, tu vois les congélateurs coffres, tu sais, les Ah ouais, grands ouais. congélateurs Ah ouais, ouais, coffres, ouais. il est blindé que de lait. Et il y en Ah a ouais, mais encore il est des blindé. congélateurs du frigo américain. Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est ça. Et en fait, bah du coup, elle, enfin, on parle de ces mamans qui galèrent, qui disent j'arrive pas à tirer Alors, tant de temps, mais là, en fait, il y a autant d'un côté que de l'autre. C'est ah qu'elle, oui. elle, Parce elle qu'elle, pendant luttait. très longtemps, tu as, tu as des témoignages qui sont retrouvables. Je crois que c'est Huffington Post ou je ne sais plus. Enfin bref, tu as des témoignages retrouvables de cette maman qui disait, mais elle ne pouvait pas sortir. Elle a mis déjà énormément de temps à trouver le bon tire-lait. Déjà, énormément de temps. Ensuite, au début, elle a trouvé un tire-lait qui prenait énormément de place. Donc, elle ne pouvait pas sortir, genre les mariages, les baptêmes de la famille, nanana. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chez cette maman, son hyperlactation ne s'est pas arrêtée entre chaque grossesse. Elle continue, ouais, ça n'a pas bougé. Et Et quand tu as une hyperlactation, ou peut-être que tu l'as vu, comment elle a fait pour s'en elle sortir? avait deux solutions. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. À l'époque, elle avait deux solutions qui s'offraient à elle, soit un traitement médicamenteux, soit une intervention chirurgicale. Pour fermer les canaux? Les canaux lactifères. Et Ok. tu as des traitements médicamenteux pour réduire. Alors, je ne sais pas parce que quel était vraiment, est-ce que c'était dû aux hormones? Est-ce qu'elle a dû avoir un traitement pour réduire peut-être ou réguler certaines hormones? Je ne saurais pas te dire là. Je pense qu'elle doit très probablement raconter toute son histoire via un blog ou via des vidéos, etc. Mais effectivement, elle savait à l'époque, en tout cas dans le dernier témoignage que j'avais lu, que ce serait soit un traitement médicamenteux, soit une intervention chirurgicale. Ok. Alors, quid de l'intervention chirurgicale? Est-ce qu'on coupe des canaux lactifères? Est-ce qu'on fait une ablation d'une partie de la Ouais. glande mammaire? Je ne saurais pas te dire. Ok. D'accord. Mais là Trop bien. aussi, hein, c'est un sacré bazar pour être poli à gérer aussi, hein. Ah ouais, ouais, bah, je me doute. Franchement, enfin, elle-même dans la toute petite vidéo que j'avais vue et que j'ai revue il y a peu de temps, elle disait, enfin, elle le vit hyper mal. Elle le vit très très mal. Et en même temps, elle est obligée Dans le d'être enfermée chez reportage elle. sur Netflix, elle semble le vivre un peu mieux, mais Ouais. sa dernière est plus grande déjà, je Ah crois. mais moi, ça date vraiment, la vidéo, ça se voit qu'elle date d'il y a un petit moment, hein. Donc, Ouais, mais je te mais dis, ça dans le lui dit. reportage Netflix, je revois le reportage et je sais que sa petite, elle est un peu plus grande parce qu'elle lui donne dans un biberon. Mais par contre, tu vois le mec, il dit, ouais, on en met dans nos œufs le matin, elle fait des gâteaux, elle en met dans les céréales des grandes, ils utilisent que le lait de la mer, quoi. Ils achètent, le papa, il dit, à quoi c'est ça qu'on en achète, enfin, avec tout ce qu'on a, et même, elle l'en Ah ouais. revend. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça se fait. Attention, en France, ça ne se fait pas, ce n'est pas légal. Mais aux États-Unis, ça se fait, la vente de lait C'est, maternel. comment ça s'appelle? C'est The Working Moms Euh, sur Netflix. oui, dans Working Moms, la série, elle le fait, effectivement. Mais Et attention, si vous ne connaissez pas cette série, elle est incroyable. Déjà, d'une, alors, elle représente hyper. Moi, cette je trouve qu'elle série est... représente hyper bien. Tu sais pourquoi? Mais tellement bien, Tu sais pourquoi? non? Les deux producteurs. Mm. C'est la brune qui a les... Tu sais qu'il y a une dentition qui est assez avancée. Oui. La brune et celui qui joue son mari. Oui. C'est son mari et c'est eux les producteurs de la série. Ah, excellent. Et en fait, ce qu'ils avaient à cœur, c'était vraiment de faire une série qui soit vraiment, réellement représentative du panel de mamans que tu peux avoir, de tout ce qu'elles peuvent. Donc, la petite. Alors, c'est pas raciste ce que je dis, hein, mais c'est pour la repérer, la petite jeune qui est asiatique, là, qui a les cheveux Oui. courts, Ouais. qui n'aime pas son enfant au début. Ouais. Bah, tout ça. Donc, vraiment, elles ont eu. Puis, du coup, ça a vachement matché avec l'équipe des actrices et des acteurs qu'ils ont embauchés. Et en fait, ils travaillent vraiment là-dessus. Elle disait, elle racontait qu'il y a un épisode où elle se dispute avec son mec. Et en fait, ils se disputaient depuis le matin. Ah ouais. Ils ont, C'est la ils ont vraie vie, ramené quoi. la dispute. Elle dit, mais ça match. Parce que c'est la vraie vie, en fait. Mais c'est ça. Donc, Et il y a cette plein série, de elle est trucs à voir. qui montrent effectivement autour de l'allaitement, de la reprise du travail, du fait d'aimer ou pas son enfant, de ce changement de corps aussi. Tu as celle qui anime les ateliers là, parentaux qui se refait faire les seins ou je sais plus quoi à un Mais c'est moment donné elle. parce que ses gamins sont grands et partent de la maison. Enfin, Et c'est elle qui, du coup, elle décide d'allaiter son petit-fils ou sa petite-fille. Et du coup, j'ai elle pas a vu fait. les derniers, je pense que je suis Eh en retard ben, sur les saisons.
je parle justement de cette vente-là de lait, c'est parce que du coup, dans un épisode, elle remet son petit-fils au sein, donc chose qui fait un peu polémique dans l'épisode pour le coup, dans la série, je veux dire. Et en fait, elle deal son propre lait, elle le vend et tout parce Et qu'elle ça en se peut fait aux plus. États-Unis, hein, ça se fait énormément, hein. Mais Ça je se fait. savais pas, je pensais que c'était que. Et en fait, du coup, ouais, Ah non, ça se fait. Encore une fois, dans la série, donc Netflix, je répète, Potions et Poisons, épisode 3, on voit ce merchandising, ouais, de lait maternel aux États-Unis. Ouais. Ok. Je prendrai le temps de le regarder, si jamais. Et pour ce Ça qui est peut des donner d'autres grands-mères, questions. c'est encore une fois une notion de culture. Il y a des cultures dans lesquelles les grands-mères allaitent leurs petits-enfants. Oui. Oui, Tant que j'ai la évoqué ça mère est tout à au l'heure. champ, qu'elle rentre, etc., si le petit a un battement où il a besoin, et ben, elles le mettent au sein. Ouais. Et franchement, moi, ça ne me. Du coup, dans cette. Par exemple, je parle dans ce contexte-là, ça ne me choque absolument pas. Je sais pas si je serais capable moi-même de le faire en tant que Française et tout, dans mon pays ici, mais ça me choque absolument pas que eux le fassent et que ça soit normal, en fait. Et je trouve ça hyper beau. Je pense que si toutes les conditions étaient réunies, bah, mes enfants sont d'accord, leurs conjoints sont d'accord, mon conjoint est d'accord. Moi, ça ne me choquerait pas de le faire, par exemple. Mais il faudrait vraiment que tout le monde soit à l'aise. S'il y a l'un d'entre nous qui ne serait pas à l'aise avec ça, je ne le ferai pas. Mais je pense Et aujourd'hui que si ben, vraiment tous les feux étaient au vert et que tout le monde serait raccord et que chacun a sa position, je suis la grand-mère, je suis pas la mère, etc. Moi, ça me dérangerait pas. tu vois, ça me fait penser à. J'ai l'impression de reparler de plein de trucs dont on a déjà parlé dans le dernier épisode, mais je sais pas si tu vois Tsiganette Oui, qui a fait. Alors là, pardon, on change entre guillemets complètement de sujet, mais en fait, elle a aidé donc sa, sa, sa cousine, c'est sa ça? meilleure pote. Je sais plus. Non, c'était pas quelqu'un de sa Vraiment. famille. Parce que du coup, bah, alors, c'est peut-être quelqu'un de sa famille, mais en tout cas, la petite Eleanor, parce que je me souviens de ce prénom. Elle l'a allaité. Elle a fait un co-allaitement, mais du coup, c'est deux mamans différentes qui ont allaité le même enfant parce qu'elle n'arrivait pas à allaiter. Elle Ça arrivait pas. s'appelle les frères et sœurs de lait. Et c'est très commun, par exemple, dans les pays musulmans. Et elle en a parlé sur les réseaux il y a quelques temps. Et forcément, ça fait polémique parce que c'est les réseaux, parce que c'est tout ça. Mais je trouve ça mais tellement beau. Encore une fois, c'est une notion de culture. Tu vas dans la culture musulmane, c'est très répandu. Ok, je savais pas. Parce qu'on part du principe que l'enfant doit être allaité jusqu'à 2 ans et que si la mère ne peut pas, alors elle peut trouver une femme dans son entourage qui peut l'aider. Ok. Et donc, ça devient Ok. des frères et sœurs de lait. Et par contre, les enfants qui ont été allaités par la même maman, mais qui ne sont pas de la même maman, doivent le savoir, doivent savoir qui a été leur frère et sœur de lait parce qu'ils ont interdiction de se marier ensemble, Ok. D'accord. par Ok. exemple. Ça serait intéressant de pouvoir parler pas religion, mais peut-être des différentes ethnies qui existent par rapport à Tu vois l'allaitement. qu'il y a de tout. Tu vois qu'il y a de ça dans la culture musulmane. Tu vois que dans la culture mongole, l'allaitement dit anthropologique, c'est hyper tardif par rapport à nous. Il y a plein de trucs, plein de choses. Le, le, les grands-mères, donc, qui allaitent leurs enfants, les maris qui soulagent les femmes quand une maman, elle a un engorgement. C'est Mhm. hyper vieux, les gars. Ça s'appelait les tétères au Moyen Âge. C'est hyper vieux. Ok. Les femmes, quand elles étaient engorgées, elles demandaient souvent à des hommes euh, pauvres, à la rue, hein, mine de rien, de les soulager et eux, en fait, ça leur faisait un repas. Ok. Ok. Hey, on Bah oui. s'affole sur des trucs qui existent depuis la nuit des temps. Il faut se détendre. Ouais, mais ça, franchement, ça m'épuise. Et vous croyez que c'était quoi les nourrices en Normandie, en France? Ah, c'est quoi? Cette Quand histoire il y de a eu toute nourrice. la période 18e, 19e, où les enfants allaient, donc les enfants bourgeois, hein, étaient chez des nounous, donc dans les campagnes normandes, mais on demandait aux nounous qu'elles aient un enfant, qu'elles aient allaité 7 mois et qu'il soit toujours en vie pour pouvoir prendre un nouvel enfant en garde. D'accord? Euh, mais c'était ça. L'enfant de la nounou, il était allaité, et le bébé de la famille bourgeoise, il était allaité. C'était donc des frères et sœurs de lait. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est la même chose, hein. On a connu aussi, hein. Hmm. Ah, moi, j'avais plus connu l'autre que du coup les nourrices avaient interdiction d'allaiter leurs propres enfants et du coup devaient trouver des Alors, substitutions pour les. techniquement, c'est pour ça que on demandait à ce que celles qui voulaient être nourrices aient donc eu une grossesse, qu'elles allaitaient 7 mois et que l'enfant ait survécu. 7 mois parce qu'il y avait encore la lactation et que donc elles pouvaient prendre l'enfant d'un petit bourgeois et leur bébé pouvait recevoir une autre alimentation. 7 mois, ça vous rappelle pas un âge de transition alimentaire par hasard? N'est-ce pas? Attends, oui. Bon. Ça Euh, arrête pas de faire. bah oui, hein, faut. Et oui, et oui. Ceci Et dit, on nous tanne pour 4 mois.
Ceci dit, tu n'es, entre guillemets, tu n'étais pas dans les familles, d'accord? Et peut-être qu'elle allaitait encore son bébé un peu en même temps que le petit de la bourgeoisie qu'elle avait récupéré. Oui, c'est vrai que dans le truc que j'avais lu, c'était interdiction, c'était tout de suite les gros Oui, mots. et tu sais très bien qu'il y a l'interdiction et la réalité de terrain. Ouais, c'est sûr, Et oui, c'est elle sûr. pouvait très bien privilégier le petit bourgeois et faire la tétée de son enfant en suivant. Ouais, Et avec ce qu'on connaît aujourd'hui, bah, la lactation, elle fonctionnait très bien, c'est un co-allaitement, quoi. oui, tout simplement. Ça revient exactement au même. Donc oui, c'était interdit dans les faits. Maintenant, tu n'étais pas dans les maisons, dans les campagnes pour savoir comment ça se passait. Oui, non, et je voulais pas y être. Non, merci, c'est pas... Voilà. Si c'est pour que justement ça se finisse comme ce que j'ai lu de les enfants, ils étaient nourris avec des suspicions de bouillie et qui mouraient parce qu'en fait c'était pas ce qu'il leur fallait. Tu peux, si tu as envie un jour de lire un truc qui est assez sympa, alors toi, je vais te le montrer, mais ça s'appelle Au sein de Paris, donc au Ouais, sein SEIN, hein, comme le sein, de Christian de la Hubaudière. Et justement, on suit donc Marguerite, qui est nounou, donc enfin, qui est nourrice au 16, 17, 18e siècle. Il faut toujours que je les lise vraiment en prenant le temps. Donc, nounou au 18e siècle, et justement, on suit l'évolution de ce métier entre la fin du 18e et le début du 19e, en fait. Et c'est hyper d'accord. intéressant, justement, pour voir comment ça se passait, parce que là, tu suis une nourrice dans les campagnes, donc tu vois tout le récit. Donc, c'est un roman historique. C'est-à-dire que c'est romancé, Ok. mais sur des faits historiques. Et en fait, le mec a repris, en fait, il a repris le suivi de la route de ce qu'on appelait la route de Normandie, la route que les nourrices prenaient pour venir à Paris, dans les deux sens. Et donc, il explique comment ça se passe, bah, les morts qu'il y a en route, pourquoi est-ce que les bébés meurent sur la route, etc. Mais au travers d'un personnage donc qui incarne une nounou. Ok, Et d'accord. il est Bon, bah, assez sympa, j'essaierai franchement. de me remettre à la lecture et de lire ça. Je le mets dans ma liste de Dans ta livres à lire. wishlist, dans ta booklist. Exactement. Et ben écoute, entre guillemets, je n'ai plus de questions. Oui, pour cette fois-ci, n'est-ce pas? Pour cette fois-ci. Eh ben, merci à toi encore pour tes questions. Merci pour ce nouvel épisode que ça génère aussi. Parce que toi, ça te répond, Oui, ça t'avance sur ton livre, mais moi aussi, ça fait des épisodes de podcast aussi qui sont sympas à écouter. Les gens avaient bien aimé déjà le premier épisode. Donc, merci à toi oui, pour toutes ces questions. Merci pour ce temps qu'on a partagé aussi. Et puis, avec grand plaisir pour te réentendre. oui, Continue. avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Je pense que j'aurai d'autres petites choses à te demander. Ah, mais avec Ah, grand plaisir. merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À bientôt. Ciao.